Et si nous parlions aujourd'hui d'une notion très importante en développement Python et même dans le développement en général, il s'agit notamment de Pydantic, qui est un outil qui a été lancé en 2017 avec pour idée de base de profiter des type hints que offre Python pour pouvoir valider, transformer et sérialiser vos données de façon robuste tout en gardant naturellement un code lisible et maintenable. Avec sa version 2, les performances ont davantage été boostées parce qu'une partie du cœur de Pydantic a été programmée en Rust. Alors vous vous demandez sûrement à quoi sert Pydantic, quelles sont ses fonctionnalités clés et qui l'utilise aujourd'hui. C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo avec, comme d'habitude, une petite implémentation à l'appui. Alors, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui sur Mastering AI pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Pydantic. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et vous êtes curieux d'apprendre le développement Python ainsi que les concepts de machine learning et de deep learning appuyés par des mises en pratique concrètes, vous êtes au bon endroit. Alors, abonnez-vous et activez votre cloche de notification pour rester à jour sur nos contenus et n'hésitez pas également à les liker afin de nous soutenir. Pourquoi Pydantic est-il utile? En effet, vous savez que lorsque vous développez une application qui est amenée à traiter des données et surtout d'interagir avec l'extérieur, ces données peuvent provenir de différentes sources, notamment des API, des formulaires renseignés par un utilisateur, d'un fichier de configuration ou même d'une base de données. Bref, les sources de données peuvent être très diversifiées. Ceci signifie que vous devez pouvoir bien les gérer dans votre application au risque d'avoir énormément des erreurs, notamment liées au type incorrect de données, des valeurs manquantes ou même des données qui, bien que fournies, sont incohérentes et peuvent causer des erreurs inattendues dans votre application. De ce fait, Pydantic permet de vous garantir que les données que vous recevez, quelle que soit la source, respectent un schéma bien défini. Ce schéma de données est naturellement défini au travers d'une classe Python qui va hériter d'une classe fournie par Pydantic et à l'intérieur de laquelle une grande partie de la logique de validation et de conversion des données est déjà implémentée. Alors on peut se demander ce que contient Pydantic et qui le rend si incontournable pour la qualité et la robustesse de vos données. Pydantic permet premièrement de faire des validations via des annotations de type. Ceci signifie que lorsque tu déclares ta classe, tu vas spécifier les types de chaque champ qui peuvent être des entiers, des strings ou même des email strings. Et Pydantic va en arrière-plan essayer de vérifier, de convertir si possible ou de lever une exception si ça colle. Deuxièmement, tu peux utiliser Pydantic en mode strict ou en mode relax. En mode relax, Pydantic va essayer de convertir les types des objets qui sont reçus de façon à ce qu'ils matchent les types du schéma défini. Par contre, en mode strict, Pydantic exige que le typage soit rigoureusement respecté. Troisièmement, Pydantic permet de générer des schémas JSON, ce qui est très utile lorsqu'on sait que le JSON est un format de données par excellence lorsqu'il s'agit de communication entre applications ou des services. Parlant justement de conversion en JSON, une quatrième fonctionnalité clé de Pydantic est qu'elle permet de faire différents types de sérialisation, parmi lesquels une sérialisation en un dictionnaire avec des types de Python, ou une sérialisation en JSON comme nous venons de le mentionner, ou même de faire une sérialisation pour transformer un objet Pydantic en une chaîne de caractères. Pydantic te permet également de définir des validations même à l'échelle des champs, c'est-à-dire il ne permet pas que de vérifier le type d'un champ, mais également le type de valeur que peut contenir un champ, ou même la cohérence de valeurs entre deux champs d'un même modèle. Où est-ce que Pydantic est utilisé aujourd'hui? Il n'est très certainement pas qu'un outil académique, bien au contraire, il est largement utilisé dans l'industrie. Par exemple, FastAPI se base sur Pydantic pour pouvoir faire des validations des requêtes et des réponses dans les endpoints. Plusieurs géants de l'industrie comme Microsoft, IBM, la NASA, Netflix et j'en passe font partie des organisations qui disposent des projets ou des dépôts qui dépendent de Pydantic. Et naturellement, plusieurs projets autour de l'IA et du ML, comme par exemple LangChain, SQL Model, Django Ninja et etc. utilisent Pydantic dans leur stack. Donc pour faire court, Pydantic est l'outil par excellence lorsque tu vas vouloir définir le modèle de données de ton application de façon robuste. Il va te mettre à disposition des outils qui te permettront d'implémenter les validations et les transformations nécessaires de tes données. Trêve de bavardage, voyons comment vous pouvez utiliser concrètement Pydantic en Python. Avant de commencer, petit rappel ou plutôt recommandation très importante, ce serait de vous rendre sur le site de Pydantic afin de pouvoir consulter de façon beaucoup plus détaillée un ensemble de choses qui est à apprendre sur Pydantic. Donc, vous aurez par exemple la présentation de Pydantic, c'est quoi Pydantic, le processus d'installation, comme on va le faire tout à l'heure avec cette simple commande. En plus de ça, vous avez également la possibilité de consulter les différents concepts, les modèles, les fields, JSON, types, union, serialization, validators et tellement de concepts en fait. Vous pourrez apprendre de Pydantic et vous avez également l'API documentation où vous avez les explications détaillées de chaque champ ou méthode des différents objets qu'expose Pydantic. Avec quelques exemples très détaillés d'implémentation, vous avez vraiment tout via cette documentation. Donc, alors, sans plus tarder, on va déjà commencer par checker si c'est que Pydantic est bien installé. Pip no Pydantic. Et là, on peut clairement voir qu'on a
déjà Pydantic installé dans la version 2.5.0. Donc, de votre côté, si vous n'avez pas encore Pydantic installé, vous pouvez tout simplement taper la commande install Pydantic. Je ne vais pas la refaire puisque nous avons déjà Pydantic de notre côté. Alors, on va déjà voir comment définir une Pydantic class. On va créer déjà notre fichier Python de démo. Ensuite, on va importer le modèle de base de Pydantic qui implémente toute la logique de validation des modèles Pydantic. On va faire Pydantic import base model. Donc, dans notre cas, nous allons expérimenter la validation des données d'un utilisateur en utilisant Pydantic. On va donc créer notre classe user qui va hériter de ce base model et on va définir quelques champs à notre utilisateur parmi lesquels l'ID par exemple. C'est un string, on va donner un nom à l'utilisateur, l'email et adresse, c'est aussi une string, date de naissance sera un datetime. Donc ici, on va également importer la classe datetime. Terre à terre, voilà comment on définit un objet Pydantic, tout simplement une classe Python qui va hériter du base model de Pydantic. Vous allez définir les propriétés de votre objet et nous allons maintenant expérimenter quelques validations avec Pydantic. Nous allons ensuite expérimenter le mode strict et le mode relax de Pydantic. Alors, pour préciser qu'une classe Pydantic doit utiliser le mode strict, on le fera à travers la classe config dict que met à disposition Pydantic. Pour cela, vous allez définir un champ de la classe base model du Pydantic qui s'appelle model config et vous définirez un config dict. On va l'importer naturellement, il est de Pydantic et à l'intérieur de cette classe, vous avez un ensemble de configurations qui peut vous permettre de définir en quelque sorte le comportement de votre classe. Ce qui nous intéresse dans ce cas, c'est le mode strict. Nous allons spécifier que la classe doit utiliser le mode strict. Si vous vous rappelez, je vous ai dit que le mode strict permettait en fait de contraindre à ce que l'instanciation d'une classe qui est base model de Pydantic va se faire avec les types qui doivent être fournis de façon très exacte. Donc, vous ne pouvez par exemple pas fournir un int au champ ID. Donc, on va par exemple ajouter un autre champ qui sera l'âge, qui sera un int. C'est vrai que la date de naissance et l'âge, c'est un peu deux informations redondantes, mais juste pour tester, on va maintenant essayer d'instancier l'objet user. On va user égale à user. On définira un ID, name, on va définir l'email, on va définir l'adresse, on va définir la date de naissance et on va définir l'âge. Mais concernant l'âge, au lieu de fournir un int, on va fournir un int sous forme de chaîne de caractères. On va dire 25. Et ensuite, on va essayer d'afficher l'utilisateur. Ensuite, on va définir en quelque sorte ce que nous souhaitons afficher en cas d'exception. Print, erreur. Et on va afficher l'erreur spécifique. Donc, puisqu'on a défini notre classe en mode strict, normalement, Pydantic n'est pas censé accepter cette assignation d'une chaîne de caractères à un nom. Pourtant, de base, la conversion peut être faite. Donc, on va exécuter notre classe. Et là, vous voyez effectivement que Pydantic a levé une erreur, one validation error for user. Et généralement, lorsque Pydantic précise une erreur, il précise le champ qui est concerné par l'erreur qui est âge dans ce cas. Et il dit clairement input should be a valid integer. Et pourtant, ce qui a été fourni, c'est un string. Donc, alors, que se passe-t-il si nous changeons ce strict mode et on met un false? On va exécuter et là, vous verrez que l'instanciation de la classe a été faite avec succès. Et vous remarquerez que l'âge a été bien converti en int. Donc, sans que vous ayez besoin explicitement de le faire, Pydantic l'a fait en background en se basant sur le type que vous avez défini dans le schéma. Maintenant, il peut arriver que lorsque vous créez votre utilisateur, vous n'avez pas forcément envie de renseigner tous les champs. Par exemple, si on suppose qu'on ne veut pas forcément renseigner l'adresse d'un utilisateur lorsqu'on le crée, on va supprimer ce champ à l'instanciation. Mais si on le fait, qu'est-ce qui va se passer? Essayons de compiler. Vous verrez que Pydantic va lever une erreur en spécifiant le champ concerné, comme tout à l'heure, en spécifiant le message field required. Donc, le type de l'erreur, c'est qu'on a un champ qui est manquant. Ça veut dire que Pydantic, lorsque vous définissez votre user, attend forcément que vous lui renseigniez l'adresse. Cependant, vous avez envie de ne pas forcément renseigner l'adresse à la création d'un utilisateur. Pour cela, vous pourrez définir votre adresse comme un champ optionnel, encadré de type par le mot-clé optional. Et là, vous pourrez l'importer à partir du module typing. Donc,
En définissant ainsi votre classe, donc en mettant l'adresse optionnelle, Pydantic ne va pas forcément attendre que vous renseignez l'adresse lorsque vous allez instancier l'utilisateur. Donc, si on exécute pour tester, là, vous voyez que nous avons toujours la même erreur. Et donc, Pydantic attend toujours le champ. Alors, pourquoi nous avons toujours cette erreur? C'est parce que malgré que vous avez défini votre champ comme étant optionnel, Pydantic a besoin d'affecter une valeur à ce champ. En définissant ce champ comme optionnel, vous pourrez lui mettre une valeur par défaut, par exemple none, pour spécifier que si ce champ n'est pas fourni par l'utilisateur, Pydantic doit lui assigner la valeur none. Ça veut dire que lorsque vous allez instancier votre objet, vous pourrez fournir les autres champs et ne pas renseigner l'adresse. Et donc, Pydantic, normalement, ne devrait plus lever l'erreur. Si on exécute, on va voir ici que la classe a été bien instanciée et que l'adresse est, dans ce cas spécifiquement, en none. Que se passe-t-il si vous ne voulez pas que valider le type d'un champ, mais également la valeur de ce champ? Par exemple, si nous voulons vérifier que le champ email respecte bien le format standard des emails, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Pour cela, nous allons utiliser les field validators de Pydantic. On va déjà importer cette méthode field validators, ce décorateur plutôt. Ensuite, nous allons implémenter une méthode qui va valider en quelque sorte le champ email de notre classe user et vérifier que ça matche bien le format standard des adresses mail. Pour ça, nous allons à l'intérieur de la classe user utiliser notre décorateur field validator et nous allons définir une méthode pour pouvoir valider le format de champ email. Pour ça, nous allons l'appeler par exemple validate email et en paramètre de cette méthode, vous allez spécifier une variable à travers laquelle on peut accéder au champ de la classe. Le deuxième paramètre sera en quelque sorte la valeur de ce champ qui est reçu lorsque l'objet est instancié. Pour que ce soit plus explicite, on va l'appeler input email ou bien spécifier qu'il s'agit de la valeur qui est fournie au champ email lorsque nous instancions la classe. Dans cette méthode, nous allons utiliser les expressions régulières pour pouvoir valider le champ input email. Donc, on va importer naturellement le module re. On va définir un pattern pour les emails en utilisant les regex pour simplifier en quelque sorte le test. Donc, on attend une lettre minuscule, ensuite un arrobas, ensuite derrière on peut avoir une séquence de moins une lettre minuscule et ensuite on a le point et on voudrait quand même qu'après le point on ait au minimum 2 caractères. Donc voilà notre pattern de regex, l'expression régulière, et on va vérifier si c'est que le champ fourni en input respecte ce pattern. Donc on va dire if re.match le pattern, notre input email is none. Donc si l'input email ne match pas avec ce pattern, notre re.match va retourner none. Donc, si effectivement ça retourne none, on va lever une exception, erase validation error, qui est également une classe d'exception qui est fournie par le module Pydantic, et on va spécifier le champ email est incorrect. Par contre, si c'est que le input email match bien le pattern, on va retourner cette valeur entrée par l'utilisateur pour que le champ soit bien défini. C'est comme ça que vous pourrez définir une méthode afin de valider en quelque sorte un champ précis de la classe user. Et une chose très importante ici, c'est qu'il faut qu'on spécifie très exactement le champ que nous sommes en train de valider. Donc, à l'intérieur de ce field validators, vous allez tout simplement renseigner le nom du champ que vous validez tel que défini dans la structure. Ce sera email. Donc, dans notre cas, on va tester. L'utilisateur que nous avons défini respecte plutôt bien le standard. Donc, normalement, lorsqu'on va compiler, on n'est pas censé avoir d'erreur. C'est très bon. Donc, on a effectivement l'objet qui a été construit. Par contre, si on enlève par exemple arrobas et on exécute à nouveau, là on a effectivement l'erreur no constructor define. Donc ça c'est pour dire que Pydantic n'a pas pu construire l'objet à cause de cette validation qui est échouée. Mais là on ne voit pas clairement le message que nous avons défini là. Il spécifie que le champ, que c'est à cause du champ email que c'est incorrect. Donc si on veut clairement voir le message d'erreur, il faut qu'on catch très exactement l'exception que nous avons livrée là. Donc, on a levé une validation error. On va donc capturer une validation error. Et normalement, on est censé voir exactement le message d'erreur que nous avons défini. Donc, si on réexécute, nous voyons clairement notre validation error avec le message le champ email est incorrect. Donc, nous avons défini ce qu'on appelle un field validators à travers le décorateur field validator de Pydantic.
pour pouvoir valider en quelque sorte la valeur d'un champ, d'un objet Pydantic. Donc, en plus des field validators, vous avez également ce qu'on appelle des model validators. Un model validator est utilisé lorsque vous voulez valider la cohérence entre les champs d'un modèle Pydantic. Donc, le field validator, c'est pour valider la cohérence de chaque champ individuellement. Mais si vous voulez valider, par exemple, si c'est que la date de naissance qui est renseignée est bien en adéquation avec l'âge qui est renseigné, pour ça, on peut utiliser un modèle validator. Bon, on va également importer le modèle validator et juste en bas, on va monter les déclarateurs modèle validators. Mais là, vous n'avez pas besoin de spécifier les champs qui sont concernés parce que le modèle validator de base, il s'applique à tous les champs de la classe. On va définir notre méthode validate age, cls, et on va spécifier en second paramètre l'ensemble des valeurs renseignées à l'objet user. On va dire user input. Et à l'intérieur de notre modèle validator, on va vérifier si c'est que la date de naissance et l'âge sont en adéquation. Donc pour cela, on va déjà définir la date d'aujourd'hui et égale, on va dire datetime.now. Year of birth, ce sera user input, datetime, date naissance, year. Donc ça c'est l'année qui est renseignée par l'utilisateur et actual year, ce sera year. On va donc vérifier que la différence entre l'actual year et le year of birth est bien égal à l'âge. Donc, si c'est différent de l'âge, user input.h, si c'est différent de l'âge, on va lever une exception, validation error, et on va préciser le message, la date de naissance ne correspond pas à l'âge. Else, on va tout simplement retourner notre user input. Donc, en gros, on a défini ce modèle validator pour pouvoir vérifier si c'est que les champs date de naissance et âge sont bien en adéquation. Dans notre cas, on a renseigné que l'utilisateur est né en 2000 et nous sommes bien en 2025. Donc, normalement, l'objet est censé être construit sans problème. Et cette validation error ne doit pas être levée. On va exécuter pour vérifier. Alors, on a une erreur. Type error. Model validator missing one required keyword argument. En fait, là, le message d'erreur nous dit que dans ce décorateur, il manque un argument qui est le mode. Le mode ici représente en quelque sorte la manière dont vous souhaitez que votre validateur soit appliqué à votre classe lors de l'instanciation de l'objet. Donc, en termes de mode, on distingue les modes before et les modes after. Donc, le mode before signifie que votre validateur validate age doit s'appliquer avant l'instanciation de la classe. Et le mode after signifie que cette validation doit s'appliquer après que la classe a été instanciée. Dépendamment en fait de votre scénario d'implémentation, vous préféreriez utiliser un mode ou l'autre. Par exemple, si je précise after, ça signifie que Pydantic va quand même construire la classe user avec tous les champs avant de vérifier la cohérence entre ces deux champs. Donc, si on précise le mode after et on exécute, on a toujours l'erreur, le champ email est incorrect. Donc, on va ajouter notre arrobas là et on va relancer. OK. Donc là, on voit que notre objet a été construit sans problème. Si on change l'âge et on renseigne par exemple 15, normalement, notre modèle validator est censé nous souligner le problème, ce qui est le cas. La date de naissance ne correspond pas à l'âge. Donc voilà comment vous pouvez définir un validateur pour votre modèle pour vérifier la consistance entre un sous-ensemble de champs de votre objet. Donc nous allons terminer notre petit tutoriel avec la sérialisation et la désérialisation avec Pydantic. Nous avons vu tout à l'heure que vous avez différentes façons de sérialiser un objet Pydantic, soit en dictionnaire Python, soit en un JSON simplement, soit même en un string. Donc, dans notre cas, nous allons par exemple essayer de sauvegarder notre user que nous avons construit dans un JSON. Premièrement, nous allons importer le module JSON pour pouvoir écrire dans un fichier JSON. Ensuite, nous allons créer notre objet user.json dans lequel nous allons sauvegarder notre user. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons ouvrir notre fichier open user.json en mode écriture. On fera un json.dump, la méthode pour pouvoir écrire dans un fichier JSON.
Et là, on doit spécifier l'objet qu'on souhaite écrire dans notre JSON. Pour cela, on va utiliser la méthode ModelDump de PyDantic qui permet tout simplement de transformer un objet PyDantic en un dictionnaire. Donc, dans la classe ModelDump, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de propriétés pour pouvoir customiser en quelque sorte l'opération de sérialisation. Donc, vous avez le mode, par exemple, avec JSON ou Python pour dire que vous pouvez faire cette sérialisation en mode JSON ou en mode Python. En mode Python, ça va conserver en quelque sorte les types de base de Python dans la sérialisation. Si vous optez pour un JSON, il va essayer de caster en quelque sorte tous les types de Python en chaîne de caractères. Donc, vous avez également d'autres paramètres comme include qui spécifie en quelque sorte le sous-ensemble de champs de la classe que vous souhaitez inclure dans la sérialisation. Et pareillement, le paramètre exclude en quelque sorte permet de spécifier les champs que vous souhaitez exclure de la sérialisation. Vous avez également d'autres champs comme exclude onset pour dire qu'on exclut en fait les champs qui ne sont pas explicitement spécifiés. Exclude default, exclude none, les champs qui sont none, on les exclut. Et le warning, si on veut afficher ou bien effacer les warnings qui peuvent intervenir dans le processus de sérialisation. Donc, la méthode ModelDump vous permet de sérialiser un objet PyDantic en un dictionnaire qui peut être soit de type JSON ou Python. Par défaut, c'est un Python et on va spécifier qu'on veut l'écrire dans. Si on exécute, on va voir que là, nous avons une erreur. Un type error, object of type datetime is not JSON serializable. Ce qui est cohérent puisque nous avons choisi la sérialisation avec le mode Python. Donc, ça conserve les types de base de Python parmi lesquels le datetime. Et dans le format JSON, on ne peut pas sauvegarder les datetime tels qu'ils sont définis dans Python. Donc, on a besoin en quelque sorte de les transformer en chaîne de caractères pour qu'ils puissent être sauvegardés dans un fichier JSON. Donc, pour cela, nous avons choisi le mode de sérialisation JSON pour pouvoir contourner cette erreur. Donc, si on exécute, on va bel et bien voir que notre objet a bien été sauvegardé dans notre user.json. Nous avons la date de naissance qui a été convertie en format string, donc c'était bien datetime, mais PyDantic, puisqu'on lui a précisé qu'on veut une sérialisation en mode JSON, en arrière-plan à caster le datetime en un string. Et donc, supposons par exemple que vous ne souhaitez pas voir l'adresse. Donc, vous ne souhaitez pas faire apparaître les champs qui n'ont pas été explicitement définis. Nous l'avons dit tout à l'heure, vous pouvez le faire en définissant le paramètre exclude none. Donc, si on dit d'exclure tous les champs qui sont en none, ou normalement, on n'est plus censé voir l'adresse dans le JSON. Lorsqu'on va sauvegarder, vous verrez en effet que l'adresse a disparu. Donc, on a directement email et date de naissance. Ensuite, on va naturellement fermer le fichier. Maintenant, si on veut tester la désérialisation, donc ce qu'on va faire, c'est que on va copier notre user et on va le renommer new user. Et dans le new user, nous allons explicitement rajouter l'adresse, par exemple. Et donc, dans notre fichier main, on va essayer de désérialiser cet objet new user. Le but sera de vérifier si c'est que il va bien récupérer toutes les informations, y compris une nouvelle adresse. Pour ça, on va ouvrir notre fichier with open new user JSON en mode to as file. On va dire data égale JSON.load notre JSON. Et là, on va faire l'opération de désérialisation. De cette façon, vous spécifiez juste la classe PyDantic user. Donc, vous instanciez en quelque sorte un nouvel objet user en lui passant directement le JSON data qui a été lu. Mais lorsque vous passez un JSON à la classe, vous devez spécifier en quelque sorte 2 étoiles ou dire en PyDantic en quelque sorte construis ton objet user à partir de ce dictionnaire data. En interne, ce qu'il va faire, c'est qu'il va copier tous les champs de data qui correspondent aux champs qui sont dans le schéma. Ceci signifie que si dans le new user, par exemple, on avait un autre champ, on va par exemple dire password 1, 2, 3, 4. Donc, par exemple, dans notre JSON new user, on a rajouté des passwords, mais vous allez voir dans la désérialisation que seuls les champs du JSON data qui correspondent aux champs de la classe user seront attribués. Si on fait on print new user et là on va exécuter. Donc ça c'était le premier user et là vous verrez que notre deuxième user a bien été lu
et instantiel. Avec l'adresse optional qu'on a rajoutée, et vous remarquez qu'il n'y a pas de champ password puisque la désérialisation n'a récupéré dans l'objet disons new user que les champs qui apparaissent dans notre classe user. Vous savez maintenant que Pydantic est un outil qui vous permet de rendre beaucoup plus robuste et plus fiable vos modèles de données. Ceci à travers un vaste champ d'outils qu'il met à disposition et qui sont centrés sur la validation et la transformation de vos données. Vous avez vu que c'est un outil très utilisé par beaucoup de géants de l'industrie et qui d'ailleurs est une compétence qui est de plus en plus demandée aux développeurs par beaucoup d'entreprises car elle fait partie intégrante des bonnes pratiques en termes de développement. Une fois de plus, je reprécise que nous avons vu que très peu de concepts, ou du moins l'essentiel, et que si vous voulez approfondir un peu plus Pydantic, vous pouvez consulter son site web où il y a une documentation très fournie avec les exemples d'utilisation et les explications des concepts clés de Pydantic. N'hésitez vraiment pas à y jeter un coup d'œil et surtout à expérimenter par vous-même. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a appris un minimum sur Pydantic. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer des prochains contenus similaires sur les outils clés de Python que vous devez absolument connaître. Une fois de plus, merci d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous très bien et à très bientôt sur Mastering AI.